Imaginez la scène. Le coup de sifflet final retentit, la foule est en délire, l'entraîneur serre les poings, le trophée à la main. Il vit son rêve, n'est-ce pas? Mais pour certains, ce rêve se transforme en cauchemar seulement quelques jours plus tard. Ça paraît fou, mais c'est arrivé à certains des plus grands noms du football. Aujourd'hui, même un trophée tout neuf ne garantit pas la sécurité de votre poste. Cette mentalité à l'ancienne de gagner à tout prix disparaît rapidement. Aujourd'hui, tout tourne autour de la vision à long terme, du style, de la durabilité et de la régularité, ce qui a coûté leur poste à 8 entraîneurs. Ils ont remporté des trophées et ont quand même été licenciés. Commençons par le dernier ajout à cette liste, Ange Postecoglou. Après un passage triomphal au Celtic où il a remporté le titre de la Scottish Premier League en 2022-23, Ange Postecoglou a fait le grand saut vers Tottenham pour la saison 2023-24. Les choses ont bien commencé. Il a apporté une énergie nouvelle et malgré quelques revers, les Spurs ont terminé 5e et ont décroché une place en Ligue Europa. Mais ensuite est arrivée la saison 2024-25 et là, les choses se sont vraiment effondrées. Tottenham a touché le fond, terminant la saison avec seulement 38 points, leur pire total de toute l'histoire de la Premier League, encore moins que les 44 qu'ils avaient obtenus en 1997-98. Février a été un cauchemar. En l'espace de seulement 4 jours, ils ont été éliminés des 2 coupes nationales, d'abord en se faisant écraser 4-0 par Liverpool en demi-finale de la Carabao Cup, puis en s'inclinant 2-1 contre Aston Villa en Football Association Cup. En mars, une défaite cinglante contre Chelsea a exacerbé les tensions entre les supporters et Postecoglou. Mais vint ensuite la rédemption. Les Spurs ont réalisé un énorme exploit en finale de la Ligue Europa en battant Manchester United 1-0, mettant ainsi fin à une dizaine de trophées qui duraient depuis 17 ans. Ange avait apporté un trophée dès sa 2e année, comme promis, mais cela n'a pas suffi à le maintenir en poste. Désormais, l'attention se porte sur le prochain leader qui, ne vous méprenez pas, entrera dans un véritable chaudron sous pression. Demandez donc à Laurent Blanc. Lorsque Laurent Blanc a succédé à Carlo Ancelotti au Paris Saint-Germain en 2013, il est entré directement dans la cocotte minute. Mais contrairement à beaucoup d'autres, il a réussi. Fraîchement racheté par les Qataris, le club avait de l'argent, de l'ambition et des attentes démesurées. Blanc n'a pas bronché. Dès sa toute première saison, il a réalisé un triplé historique en remportant les 3 trophées nationaux, dont le plus important, le titre de Ligue 1. Ce n'était pas un coup d'essai, il a continué à faire tourner la machine parfaitement, remportant le titre de champion lors des 2 saisons suivantes. Le Paris Saint-Germain écrasait littéralement la concurrence en France, et Laurent Blanc était le cerveau derrière tout cela, tirant les ficelles, prenant les décisions et accumulant les trophées. Mais voilà le problème, alors qu'ils étaient imbattables au niveau national, c'était une toute autre histoire en Europe. La Ligue des Champions restait cette énigme frustrante et irrésolue. Alors en 2016, même après avoir remporté un triplé national, les dirigeants du Paris Saint-Germain en avaient assez vu. La patience a atteint ses limites et ils ont tout arrêté. C'est fou, et encore plus dingue, tu ne trouves pas? Dans certains cas, même gagner la Ligue des Champions ne suffit pas. En 1997, le Real Madrid a pris une décision audacieuse en faisant venir Jupp Heynckes. Maintenant, Heynckes n'était pas un choix pris au hasard. Il avait impressionné avec Tenerife en Espagne et beaucoup le voyaient comme le choix idéal pour faire passer les Blancos au niveau supérieur. Et au début, il semblait bien être l'homme de la situation. Heynckes a mené le Real Madrid vers ce dont les supporters rêvaient depuis plus de 3 décennies, un titre en Ligue des Champions. Cette victoire était monumentale. C'était leur première couronne européenne depuis 1966 et ils l'ont remportée en battant la Juventus 1-0 en finale. Pour tout autre entraîneur, cela aurait pu garantir un statut légendaire, mais il y a un rebondissement. Malgré sa conquête européenne, Heynckes n'a pas réussi à triompher dans son pays. Madrid a terminé 4e en Liga et n'a pas non plus réussi à soulever la Coupe du Roi. Et tout d'un coup, la gloire de la Ligue des Champions n'a pas suffi. Après seulement 1 an à la tête de l'équipe, il a été remercié. Avançons de 2 ans jusqu'à la saison 1999-2000 et c'est Vicente Del Bosque, une légende du Real Madrid de son époque de joueur, qui prend officiellement les rênes en tant qu'entraîneur permanent du club. Mais ce n'était pas sa première expérience à la tête de l'équipe, ayant déjà assuré l'intérim à plusieurs reprises dans les années 90, mais cette fois, il était là pour de bon, et il n'a pas seulement pris la relève, il a allumé l'étincelle qui allait déclencher l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du Real Madrid. Sous sa main calme et ferme, le Real Madrid est devenu une véritable puissance.
Il les a menés à la gloire en Ligue des Champions en 2000 et à nouveau en 2002, a remporté la Liga en 2001 et 2003, ainsi que plusieurs autres trophées, et soudain Madrid était redevenu l'équipe que tout le monde craignait. Le plus impressionnant était sa facilité à gérer un vestiaire rempli d'ego de superstars, malgré la pression. Il donnait l'impression que ce n'était qu'une journée de plus au bureau, mais ensuite, le choc est arrivé. Juste après avoir remporté le championnat en 2003, littéralement le lendemain, et à peine une semaine après l'arrivée de David Beckham, le club a lâché une bombe. Ils ont décidé de ne pas renouveler son contrat. Tout le monde a été stupéfait. Après son départ, les choses ont commencé à se détériorer. Le Real Madrid a sombré, peinant à remporter quoi que ce soit d'important jusqu'en 2007 avec l'arrivée de Fabio Capello. Capello avait été licencié par le Real Madrid en 1997 juste après leur avoir fait remporter la Ligue. Après un titre, 10 ans plus tard, devine quoi? Il revient chez les géants espagnols en 2007 pour un deuxième passage. La raison est simple. Quand le Real Madrid appelle, même Capello ne peut pas dire non. Le club avait faim de trophées et on pourrait penser qu'engager un gagnant confirmé comme Capello serait la solution idéale. Mais dès le début, ça a dérapé. Les tactiques ultra-défensives de Capello ne plaisaient pas aux supporters en quête de panache et de spectacle. Malgré son refus de céder, il a fait comme d'habitude. Il a gagné. Le Real Madrid a remporté le titre de la Liga cette saison-là, mettant fin à sa disette de trophées, mais cela a eu un prix. Capello s'est heurté à de grands noms comme David Beckham, Ronaldo et Antonio Cassano, provoquant le chaos en coulisses. Le football a peut-être apporté des résultats, mais il n'a pas apporté de joie. Et comme la première fois, le titre n'a pas pu le sauver. Les supporters et la direction se sont retournés contre Capello après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le mettant à la porte. Être licencié 2 fois juste après avoir perdu un trophée, c'est difficile. Mais sais-tu ce qui est encore plus douloureux? Savoir que tu vas te faire virer même après avoir gagné un trophée. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Louis van Gaal. Lorsqu'on se souvient de Van Gaal à Manchester United, on rit certainement en pensant à ses conférences de presse délirantes. C'était vraiment un personnage. Et oui, il a bien terminé son passage avec un trophée en soulevant la Football Association Cup en 2016, juste avant que José Mourinho n'arrive. Mais soyons honnêtes, ce trophée ressemblait plus à un pansement brillant posé sur des problèmes profondément enracinés qu'il était difficile d'ignorer. Sa première saison était médiocre, mais des fissures apparaissaient déjà. Le football était axé sur la possession, mais manquait de mordant. Le jeu de Manchester United était lent, prévisible et ennuyeux pour les supporters. L'étincelle offensive qui faisait leur renommée avait disparu. Impossible à trouver. Et quand cette série brutale a frappé entre novembre 2015 et janvier 2016, 6 matchs sans la moindre victoire, on avait l'impression que tout s'effondrait. Manchester United paraissait apathique, perdu et complètement désorganisé. Van Gaal était sur la sellette et la tension était palpable. Dès lors, c'était évident. La victoire en Football Association Cup, aussi belle et dramatique soit-elle, n'allait tout simplement pas suffire. Tout comme une victoire en Football Association Cup n'a pas pu sauver Antonio Conte à Chelsea. Vous voyez, lors de la saison 2016-17, Antonio Conte a fait irruption sur la scène de la Premier League comme un homme en mission. Avec ses gestes passionnés sur la ligne de touche et un changement tactique vers une formation en 3-4-3 qui a surpris tout le monde, il a transformé Chelsea en une machine à gagner bien huilée. Ils ont foncé vers le titre et Conte avait l'air d'un génie. Impitoyable, pragmatique et infatigable. Mais la magie n'a pas duré longtemps. La saison suivante, les choses ont commencé à se dégrader. Ce même style de jeu rigide qui semblait autrefois révolutionnaire a commencé à paraître prévisible, voire frustrant. L'étincelle avait disparu, tout comme la joie. Chelsea a péniblement terminé à la 5e place lors de la saison 2017-18 et la pression montait. Pourtant, Conte a réussi à réaliser un dernier exploit, une victoire en Football Association Cup contre Manchester United. C'était une victoire âpre, un rappel de son potentiel. Mais au final, cela n'a pas suffi pour sauver son poste. Chelsea lui a montré la porte et Maurizio Sarri est arrivé pour prendre les rênes. En parlant de Maurizio Sarri, quand il est dans sa zone, il n'y a aucun doute, cet homme est un génie. Mais avec Sarri, le chaos n'est jamais bien loin. C'est comme si le drame lui collait à la peau, tout comme ce nuage de fumée de cigarettes toujours présent. Honnêtement, il doit sûrement griller tout un paquet de Marlboro rouge avant même que l'arbitre ne siffle la mi-temps. Quand il a décroché le poste à la Juventus en 2019, juste après son passage à Chelsea,
Ça ressemblait moins à une nouvelle ère audacieuse qu'à une solution tactique provisoire. Il avait de sacrés grands souliers à chausser. Max Allegri venait de terminer une période de domination, les attentes étaient donc très élevées. Maurizio Sarri a apporté une philosophie de football totalement différente, qui entrait en conflit avec les méthodes éprouvées de la Juve. Bien sûr, l'équipe a dû s'adapter, rencontrant de nombreux obstacles en chemin. Pourtant, même avec ces passages difficiles, Maurizio Sarri a réussi à mener l'équipe vers un autre scudetto. La Juve a remporté son 9e titre consécutif de champion, devançant de peu l'Inter. Mais les festivités furent de courte durée. En août, suite à une élimination décevante contre Lyon en Ligue des Champions, aggravée par les retards liés à la pandémie, l'aventure de Maurizio Sarri touchait à sa fin. Malgré un contrat de 3 ans, il a été limogé après une seule saison. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, merci de liker, vous abonner, commenter et activer les notifications pour nos dernières vidéos. À la prochaine vidéo, salut!